La parole est au professeur Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, Madame le professeur Ramata Ali Bakayoko, Madame la députée Fana Charrier, Monsieur le député Eric Alozé, Monsieur le vice-président du département Ludovic Fago, Madame Danielle Dard, première adjointe au maire de Besançon, représentant le maire, Madame la consul honoraire d'Espagne, Brigitte Quichon, Monsieur le consul général du Royaume du Maroc, Monsieur Ali Semiali, Monsieur le recteur de Besançon de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, cher Jean-François, Monsieur le président de l'Université de Bourgogne, cher Alain, Messieurs les présidents et doyens honoraires de l'Université de Franche-Comté et de l'Université de Lille, Monsieur le directeur de l'ENSEM, Pascal Verrac, Madame la directrice du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, Dominique Froment, Monsieur le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur Thiermoman Koné, Monsieur le directeur de Brigine, Monsieur Mohamedou Tanko, Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Monsieur Antelme Anguy, Madame la déléguée régionale du CNRS, Madame Edwige Elmer-Laurent, Monsieur le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur Abdoulaye Sangar, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Université de Franche-Comté, Madame la directrice du Crédit Agricole, Madame Elisabeth Echen, Madame la déléguée régionale aux droits de la femme, Laurence Guillet, Madame la secrétaire générale de la DRAC, Florence Bernard, représentant Madame Materon, Monsieur Gérard Marion, directeur de Lumière d'Afrique, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Madame la ministre, Madame le professeur, vous accueillir en ce grand jour et en cette belle salle du Conservatoire de Besançon est un grand honneur pour moi et pour l'Université de Franche-Comté. Besançon, ville d'art et d'histoire, berceau de l'horlogerie française, ville natale de Victor Hugo, de Pierre-Joseph Proudhon, de Charles Fourier, de Tristan Bernard, de Charles Nodier, des Frères Lumière ou encore d'Antoine Pernaut de Granvelle. Cette ville est heureuse de vous accueillir au pied de la citadelle de Vauban, patrimoine mondial de l'UNESCO, et au bord de la boucle, presque parfaite, du Doubs. Rivière que César décrivit comme un cercle tracé au compas. Madame la ministre, nous avons décidé de vous accueillir revêtus de nos toges ancestrales dans cette ville au riche patrimoine culturel et historique. Votre présence nous honore et cette cérémonie ajoutera un maillon important à la longue histoire de notre université en affirmant ses valeurs fondamentales que sont l'égalité femmes-hommes, la francophonie et l'amitié franco-ivoirienne. L'histoire de notre université, commencée il y a maintenant 6 siècles, ajoute à la solennité de ce moment la gravité et le poids des responsabilités dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires. Cette histoire a débuté en 1423 par la création à Dole de l'université par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Elle sera transférée en 1691 par Louis XIV à Besançon. L'Université de Franche-Comté est aujourd'hui une université internationale engagée dans des partenariats sur les 5 continents. Des étudiants de 120 nationalités s'y côtoient. 24% de ces apprenants sont internationaux, ce qui constitue un record.
La remise du titre de docteur honoris causa est une cérémonie séculaire. En Franche-Comté, le premier diplôme a été décerné en 1505 par Philippe le Beau, souverain des Pays-Bas, roi de Castille, archiduc d'Autriche et père de Charles Quint. Madame le professeur Ramata Bakayoko Lee, Madame la ministre, vous honorez de ce titre aujourd'hui, vous nous honorez en acceptant ce titre aujourd'hui, et il revient évidemment de souligner votre remarquable parcours. Par votre qualité de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, d'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, d'ancienne présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny, d'ancien membre du Conseil scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie, de présidente de la Commission régionale d'experts du Bureau d'Afrique de l'Ouest, membre du réseau Femmes responsables de l'enseignement supérieur de l'espace francophone, de l'AUF. Nous voudrions célébrer la francophonie et l'égalité femmes-hommes, deux valeurs chères à notre communauté universitaire. Nous célébrons la francophonie car il est de notre devoir de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs que véhicule la langue française. Dans un monde globalisé et numérisé, les valeurs de respect de la diversité culturelle, de la démocratie et des droits de l'homme doivent plus que jamais être portées et promues avec force afin de contrer un univers de désinformation qui, bien que factice et non réel, est de plus en plus pesant sur les décisions internationales. La question du réchauffement climatique en est l'exemple emblématique. Le français est la seule langue avec l'anglais parlée et apprise sur les 5 continents. Au nombre de 300 millions en 2018, donc de locuteurs, soit une personne sur 25, dont plus de la moitié a moins de 30 ans. On estime que le nombre de francophones s'élèvera à 700 millions en 2050, soit une personne sur 13. Et parmi elles, 85% d'Africains. Le français est la langue commune de communication de ces centaines de millions de personnes issues de nations possédant chacune sa propre langue, ses propres langues régionales même, et ses patois, permettant ainsi le dialogue et la compréhension et garantissant l'épanouissement culturel. Léopold Sédar Senghor disait « La francophonie, c'est l'usage de la langue française comme instrument de symbiose par-delà nos propres langues nationales et régionales pour le développement de notre coopération culturelle et technique, malgré nos différentes civilisations. » Tout est résumé dans cette phrase. Plaidons pour la langue française et ses valeurs pour transformer notre pluralité de nations possédant des coutumes, des traditions et des cultures différentes et spécifiques en un peuple uni, solidaire et tolérant. Madame la ministre, permettez-moi d'évoquer modestement la contribution de notre université à la francophonie. C'est en 1958 que fut créé le Centre de linguistique appliquée, on l'appelle le CLA. Le CLA, composante de l'Université de Franche-Comté. Cette même année, le 4 octobre, il y a eu la promulgation de la Constitution de la Ve République, dont l'article 87 énonce, je cite, « La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. » Au CLA, on enseigne une dizaine de langues, et tout particulièrement le français langue étrangère, à près de 5000 élèves, enseignants et formateurs venus du monde entier chaque année. Un centre pionnier qui a participé depuis plus d'un demi-siècle à la formation de plusieurs milliers de francophones venus d'une centaine de pays et qui continue d'être associé aux grandes actions de promotion de la langue française dans le monde entier et notamment en Afrique. Le continent africain, zone du monde à forte croissance démographique, permettra de plus que doubler le nombre de francophones d'ici 2050. Cette projection ne pourra se réaliser qu'à la condition que le français soit effectivement transmis aux générations futures
ce qui suppose l'accès des enfants à l'école à une place importante et de qualité réservée aux Français dans le système éducatif des pays africains, notamment subsahariens. C'est la promotion de la langue française en tant que langue globale de communication et l'acquisition de ces valeurs qui participeront à l'intégration des citoyens, quelle que soit leur origine, sociale ou culturelle. Ce sont la participation et l'appropriation de cette identité qui lutteront contre la fragmentation sociale, culturelle et religieuse qui menace notre société. Alors, Madame la Ministre, que de plaisir mêlé d'émotion je ressens en cette cérémonie qui se déroule ici, dans la ville natale de Victor Hugo. Madame la Ministre, votre personnalité et votre combat sont un modèle et une source d'énergie pour les jeunes générations. Vous êtes un modèle pour des millions de femmes qui aspirent à une juste égalité avec les hommes. Votre remarquable parcours hospitalo-universitaire, votre œuvre au profit de la recherche, vos combats en tant que ministre sont une leçon réjouissante et encourageante. Votre parcours bouscule les codes établis depuis des millénaires par notre société non égalitaire. Il démontre que dans une société véritablement égalitaire entre femmes et hommes, ce qui semble exceptionnel peut tout à fait devenir la norme, apportant un changement important à notre société. Ce changement est celui de l'égalité femmes-hommes. Sous son apparence évidente et partagée, dans la patrie des droits de l'homme, cette valeur fondatrice de notre société socle républicain reste encore du registre de l'intention et de la théorie. Pour être, et non plus seulement devoir être, l'égalité comme valeur doit passer dans le registre pragmatique. Et elle ne pourra le faire qu'à force d'éducation et de formation. Éduquer les esprits pour la connaissance scientifique, favoriser l'accès au savoir de toutes les petites filles, de tous les petits garçons, partout à travers le monde, est une condition sine qua non à l'avènement d'une égalité réelle et factuelle. Mais pour bouger les lignes, faire évoluer les mentalités et redéfinir les pratiques, il faut batailler pied à pied, œuvrer chaque jour et donner l'exemple. Il faut ainsi des premières, des guides, des modèles, des exceptions qui font imaginer puis comprendre que les choses n'iront pas moins bien, mais qu'elles iront mieux quand les inégalités de traitement, inégalités d'accès aux droits et inégalités de réussite et d'épanouissement entre les femmes et les hommes seront enfin combattues et annihilées. Par votre engagement dans les réseaux de promotion des femmes à des postes de responsabilité, par l'engagement d'une vie, de votre vie, au service de la recherche scientifique, par votre engagement pour la promotion des femmes, la défense de la famille et de l'enfance. En tant que ministre, vous incarnez cette voie, vous incarnez cette réalisation au féminin et ce chemin nécessaire. En ce sens, ce titre honoris causa vient confirmer le modèle inspirant que vous êtes en tant que femme africaine, en tant que chercheuse internationale, en tant que ministre ivoirienne, modèle pour toutes les femmes, pour les jeunes générations, et ce, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et du continent africain, ici, sur notre territoire, dans notre pays, sur notre continent. Pensez à la réussite au féminin et l'égalité femmes-hommes de manière multiculturelle, transfrontalière et universelle. Là est l'enjeu. Là est le symbole. Vous êtes ce symbole. Et je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir vous honorer. Merci de nous montrer la voie.
La parole est donnée à la marraine de cette cérémonie, le professeur Masha Voronov-Lemsi, vice-présidente de l'Université de Franche-Comté. Madame la ministre, chers collègues, Monsieur le recteur, chers collègues, cher Jean-François, Madame et Messieurs les présidents, chers collègues, chers invités, l'honneur et le plaisir de présenter Madame le professeur Ramata Bakayoko-Lie, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire depuis 2018, sont immenses à plus d'un titre. Tous, nous connaissons l'importance de ces parcours professionnels exemplaires qui ne peuvent qu'encourager de jeunes femmes à s'engager dans des études longues et des parcours exigeants. Après l'obtention de son baccalauréat en 1974, excusez-moi de citer quelques dates, Madame Ramata Bakayoko-Lie embrasse une carrière hospitalo-universitaire en odontostomatologie. Docteur en chirurgie dentaire en 1980 à l'Université de Paris 5, elle soutient son doctorat, on appelle PhD maintenant, en 1985 à l'Université de Paris 5. Cette jeune femme devient alors chef du service pédodontie prévention du CHU de Cocody en 1985, en charge de la santé et de la prévention bucco-dentaire. Agrégée en 1990, elle est titularisée en 1994 par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ou CAMES. Spécialiste en odontostomatologie pédiatrique et en santé publique dentaire, prévention et épidémiologie, elle est l'auteure de plus d'une centaine de travaux de recherche. Elle a encadré 6 thèses d'université et de nombreuses thèses d'exercice de docteur en chirurgie dentaire. Ses travaux ont principalement porté sur l'épidémiologie des affections bucco-dentaires, l'établissement de la cartographie du fluor en Côte d'Ivoire, sur la valorisation des plantes médicinales en odontostomatologie, détermination de l'activité antifongique de Cassia alata dans le traitement des candidoses buccales, étude de l'action anticariogène du fluor contenu dans les substances végétales comme Alcornea cordifolia et Elaeis guinanensis, mais également sur l'établissement des normes et des standards de référence chez l'enfant africain. Vos travaux, Madame, ne vous ont pas empêché d'assumer un engagement précoce dans les responsabilités académiques, puis dans la vie publique. Vous envoyez ainsi un message fort à toutes les femmes. Vous êtes, Madame, membre du réseau des femmes responsables de l'enseignement supérieur de l'espace francophone, le RESUF, de l'Agence universitaire de la francophonie. Vice-doyenne dès 1991 de l'unité de formation et de recherche d'odontostomatologie, vous créez en 1998, avec le doyen de l'époque, le professeur Sédou Touré, le département de santé publique et le laboratoire de santé publique, plantes médicinales et cariologie. De 1996 à 2010, vice-présidente de l'université de Cocody, qui deviendra l'université Félix Houphouët-Boigny, en charge de la coordination des enseignements, de la recherche, de la vie universitaire et de l'insertion professionnelle, vous œuvrez à la réforme licence, master ou doctorat, qu'on abrège souvent en LMD, au sein de votre institution universitaire. Vous devenez présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny en 2012.
fonction que vous allez quitter pour celle de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Responsabilité que vous exercerez entre 2016 et 2018. Investi en recherche, vous êtes à l'origine de la création du pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui assure le lien entre les mondes académiques et industriels. Ce pôle abrite, entre autres, des écoles doctorales, dont l'école doctorale sur les changements climatiques et l'agriculture durable, centre d'excellence de la Banque mondiale, mais également une unité pilote de recherche et de production de biopesticides pour l'agriculture durable, une unité pilote de recherche, de développement et de production de phytomédicaments et un centre régional d'innovation et d'incubation. Membre pendant 6 ans du conseil scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie, vous avez présidé la commission régionale d'experts de son bureau Afrique de l'Ouest. Membre associé de l'Académie nationale de chirurgie dentaire française, membre correspondante de l'Académie des sciences d'outre-mer, vous êtes vice-présidente du conseil d'administration du CRESAC, ou Centre régional d'évaluation en éducation, en environnement et en santé, et d'accréditation en Afrique. Votre investissement professionnel a été reconnu par de nombreuses récompenses, Madame. Je souhaiterais citer ces récompenses ivoiriennes. Chevalier dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire en 1999. 7 ans après, vous êtes faite commandeur dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire en 2006. Chevalier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire en 2008. Officier dans l'Ordre du Mérite ivoirien en 2012. Commandeur dans l'Ordre du Mérite de la fonction publique de Côte d'Ivoire en 2016. Officier dans l'Ordre du Mérite de la culture de Côte d'Ivoire en 2017. Et au-delà de ces distinctions ivoiriennes, vous avez été également distingué comme chevalier dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale du Mali en 2006, comme officier de l'Ordre des Palmes académiques du Gabon en 2012, comme officier de l'Ordre des Palmes académiques du Togo en 2014 et comme chevalier dans l'Ordre national des valeurs du Cameroun en 2015, et j'en oublie probablement. Madame, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. Elle prouve qu'une femme peut accéder aux plus hautes distinctions de l'université et du gouvernement par sa compétence et son sens du service. Merci. Madame le professeur Ramatali Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfant de Côte d'Ivoire, reçoit maintenant le titre et les insignes de docteur honoris causa remis par le président Jacques Bailly. Madame le professeur Ramatali Bakayoko, sur décision du conseil d'administration restreint de l'Université de Franche-Comté, et après validation du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de l'Université de Franche-Comté.
La parole est au professeur Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire. Monsieur le professeur Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté, Monsieur Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon, chancelier des universités, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, Madame le professeur Macha Woronoff Lemsi, vice-présidente de l'Université de Franche-Comté, marraine de la cérémonie, Madame la représentante de Monsieur le maire de Besançon, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et membres du conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté, Madame la directrice de cabinet du président de l'Université de Franche-Comté, chers collègues enseignants-chercheurs de l'Université de Franche-Comté, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Cissé Seydou, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, Monsieur Angui Antelme, premier conseiller représentant Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Professeur Pierre Laforgue, doyen honoraire de la faculté d'odontologie de l'Université de l'Île 2 et son épouse, distingués membres de la délégation ivoirienne, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Suite aux propos forts élogieux tenus à notre endroit et à la réception des insignes de docteur honoris causa, nous avons l'insigne privilège de prendre la parole à l'Université de Franche-Comté devant ce parterre de personnalités du monde académique et politique. Avec tant de compliments et de marques d'attention, nous ne ferons pas mystère de l'immense joie qui est la nôtre en ce jour mémorable, à tous égards. Nous nous sentons honorés, éminemment honorés, de constater à travers cette importante cérémonie que notre image sera désormais associée à celle de cette grande université. Ayant fait nos études à Paris 7, Paris 5 et effectué un stage à Lille 2, nous étions bien loin d'imaginer que la prestigieuse Université de Franche-Comté, de la ville natale du célèbre écrivain Victor Hugo, pouvait porter son choix sur notre personne. Permettez-nous donc d'exprimer notre reconnaissance à Monsieur le professeur Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté, et à son conseil d'administration pour l'honneur qu'ils nous font en nous élevant au grade de docteur honoris causa. Nous sommes par ailleurs particulièrement honorés d'avoir comme marraine une grande dame, un monument du monde académique français, professeur Macha Woronoff Lemsi, professeur des universités, praticien hospitalier, vice-président du conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le professeur Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon et de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, chancelier des universités, dont la présence confère un éclat particulier à cette cérémonie. Nous disons infiniment merci à Monsieur le maire de Besançon pour l'audience qu'il nous a accordée en marge de la cérémonie de distinction pour témoigner des bonnes relations entre la ville de Besançon et celle de Mans, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous saluons toutes les hautes personnalités du monde académique, diplomatique et politique, ainsi que nos collègues enseignants-chercheurs pour leur présence distinguée. Monsieur le Président, chers collègues enseignants-chercheurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'université vise la formation de l'homme total. La pierre angulaire de cette institution est incontestablement les valeurs. Pour vous permettre de prendre la pleine mesure de celles qui gouvernent notre carrière, nous nous proposons d'articuler notre exposé autour de deux grands axes.
les civilités et le contexte et notre projet de vie. En ce qui concerne les civilités et le contexte, permettez-nous de relever que notre contribution à l'éclosion des valeurs que nous avons en partage dans l'espace francophone, notamment l'éducation, la formation, la recherche, la diversité culturelle et linguistique, la paix, l'avenir des jeunes, la culture, l'égalité entre l'homme et la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes a été, sans aucun doute, déterminante pour notre cooptation. En effet, sous l'autorité du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, avec le soutien du vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Dinkan, le gouvernement conduit par le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, a su construire un environnement propice à la promotion des dites valeurs. Ainsi, sans vouloir occulter notre propre mérite, nous voudrions simplement souligner qu'en nous décernant le grade de docteur honoris causa, l'Université de Franche-Comté a reconnu d'une certaine façon la qualité du travail accompli par les dirigeants de notre pays. C'est cet environnement qui a rendu possible et tangible le résultat des efforts que nous avons déployés tout au long de notre carrière professionnelle. C'est pourquoi il nous plaît de témoigner notre gratitude à la prestigieuse Université de Franche-Comté, à son président et à toute son équipe pour leur heureuse initiative qui, par-delà notre personne, honore notre pays, ses plus hautes autorités, la communauté universitaire nationale, notre famille, nos collaborateurs, nos amis. Nous remercions très sincèrement les membres de la délégation qui ont bien voulu effectuer les déplacements malgré la perturbation du trafic pour partager ce moment de bonheur avec nous. Nous saluons principalement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Cissé Seydou, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du PAM. Monsieur Angui Antelme, premier conseiller représentant Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Dr Nyanagbe Gogo-Apollin, conseiller technique représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Notre directeur de cabinet, le professeur Thiam Hassan. Le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Kono Moma, ainsi que le professeur Sangaré Abdoulaye, vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, représentant son président. Monsieur Doumbia Ibrahima, directeur des finances et du patrimoine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son épouse. Le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Dr Abdou Maïga. Nous adressons des remerciements appuyés à Mme Dosso Oumou, directrice de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, qui nous apporte sa précieuse contribution en matière de communication. Nous n'oublions pas notre jeune sœur et assistante, Mme Boko Fatou, notre neveu, M. Bakayoko Mohamed, et son épouse. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre infinie reconnaissance au professeur Tanko Mohamedou, président de la Fondation Bridine, pour sa présence, mais surtout pour son précieux appui à nos différents programmes et ses encouragements. En ce jour marqué d'une pierre blanche, qu'il nous soit permis de mettre en évidence le contexte dans lequel nous avons élaboré notre projet de vie. Ce contexte a des volets d'ordre académique, mais aussi familial. Pour ce qui est du volet académique, nous voudrions rendre hommage à nos maîtres qui nous ont transmis avec passion, abnégation, générosité et amour le savoir-faire et le savoir-être, non seulement à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, mais aussi à Paris 5, Paris 7 et Lille 2. Parmi ces maîtres, dont nous saluons la compétence et la disponibilité, nous voudrions en citer deux, à savoir feu le professeur Ignakou Kwame Johannes, doyen honoraire de l'UFR de Dontostomatologie d'Abidjan, et le professeur Pierre Laforgue, doyen honoraire de la faculté de Dontologie de Lille, qui nous a fait l'honneur
de prendre part à cette cérémonie. Le doyen Enyankou était plus qu'un maître. Il nous a envoyé faire un stage à Lille en vue de nous confier de grandes responsabilités. Nous n'avons pas voulu contrarier notre maître, nous qui avons fait nos études à Paris, par éducation. Alors que c'est grâce à cette opportunité que nous avons été accueillis par le doyen Pierre Laforgue, qui a beaucoup fait pour notre formation et même pour notre famille. Les compétences que nous avons acquises auprès de ce grand maître nous ont ouvert beaucoup de portes dans notre carrière. Nous avons bénéficié non seulement d'un encadrement de qualité, mais nous avons aussi trouvé en monsieur le doyen Pierre Laforgue de la faculté d'odontologie de Lille et en son épouse Aline et leurs enfants une seconde famille. Notre premier fils devenant leur troisième fils. Le professeur Pierre Laforgue a également contribué de façon significative au développement de l'odontostomatologie en Côte d'Ivoire à travers la formation des enseignants-chercheurs de notre UFR. À ce titre, en 2007, il a reçu les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Cocody, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny. Merci à Pierre, merci à Aline pour cet humanisme. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, malgré le caractère très favorable du contexte politique et académique que nous venons de mettre en lumière, il faut bien garder à l'esprit que le second volet du contexte dans lequel nous avons mis en œuvre notre projet a été décisif. Nous n'aurions jamais rien entrepris de grand dans notre carrière sans notre père, notre époux, nos enfants et les membres de notre grande famille. Qu'il nous soit permis d'évoquer quelques souvenirs relatifs aux personnes sus-mentionnées. Nous avions une grande admiration pour notre père, qui était une personne dont la carrière a été riche et exemplaire. Il a su nous communiquer sa passion pour le travail et sa persévérance. La réussite de ses enfants lui tenait à cœur. C'est en partie grâce à lui que nous avons construit notre projet de vie. À l'instar de notre père, le soutien de notre époux, M. Bakayoko Ibrahima, ne nous a jamais fait défaut. Il a toujours cru en nous et nous a toujours encouragés afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous saluons ici sa disponibilité et son oblativité. Nous ne saurions oublier nos enfants venus de Montréal pour M. Bakayoko Mamadou, de Lomé pour Mme Cissé Madébé Bakayoko, de Vancouver pour M. Bakayoko Mahmoud, pour nous soutenir et nous exprimer leur amour que la distance qui nous sépare n'a fait que renforcer. Nous ne remercierons jamais assez les membres de notre grande famille pour leur sollicitude à notre endroit. En effet, ils ont compris très tôt que les exigences de notre projet de vie ne permettent pas toujours d'être à leur côté. Nous voudrions témoigner notre profonde gratitude à celle qui représente notre famille ici, notre jeune sœur, Mme Sangaré Likadiatou, magistrate hors hiérarchie, qui est notre fierté et qui, avec son époux, professeur Sangaré Abdoulaye, vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, sont toujours là pour nous. Nous ne saurions terminer le premier point de notre exposé sans faire une adresse au ministre Aliou Touré et au président honoraire d'université, O. Asepo Antoine, Daouda Aïdara, Théa Gokou, Komina Landry et Kwaku Nguessan pour leurs conseils avisés et pour la confiance qu'ils nous ont toujours accordée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, chers collègues, distingués invités, c'est grâce à ce viatique politique, académique et familial que nous avons eu tous les atouts en main pour donner un sens à notre vie. S'il est vrai que la vie n'a pas de sens a priori, le sens de la vie découle fondamentalement de la liberté humaine. Il se construit toujours dans le cadre d'un projet individuel. Qu'il nous soit donc permis maintenant d'examiner le deuxième point de notre exposé qui porte sur notre projet de vie. Conformément aux exigences éthiques du chemin que nous avons tracé pour mettre en œuvre notre projet de vie, ce que nous avons reçu de nos maîtres, nous avons l'impérieux devoir de le faire fructifier,
de le transmettre aux autres générations et de le mettre au service de la société. Car c'est par le savoir-faire et le savoir-être que le développement économique, social, culturel et politique d'une nation se construit. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant d'occuper les fonctions de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous avons assumé plusieurs responsabilités, notamment celle de vice-doyen de l'UFR d'odontostomatologie, de vice-présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny, de présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny et de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Grâce à la confiance de nos pairs, nous avons siégé dans plusieurs instances régionales et internationales. En notre qualité de membre du comité scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie, nous avons eu à présider la commission régionale d'experts du Bureau Afrique de l'Ouest. Nous avons également eu le privilège d'être membre du jury du prix scientifique pour jeunes chercheurs de l'Agence universitaire de la francophonie et membre du conseil d'administration de l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire. Nous avons par ailleurs assuré la présidence de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, la CRUFA aussi. Notre participation à ces différents programmes de la francophonie nous ont valu une distinction honorifique de l'AUF et nous a surtout permis d'acquérir une riche expérience dans le domaine de la gouvernance universitaire, de la démarche qualité, de l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, des programmes d'enseignement et de recherche. Ces fonctions et expériences acquises ont sûrement impacté positivement notre projet de vie. Nous voudrions, à cet égard, faire observer que malgré les apparences, le dénominateur commun de ces différentes fonctions est l'éducation, la formation et la recherche. C'est pourquoi nous nous attellerons maintenant à mettre en évidence, dans les grandes lignes, les résultats obtenus en occupant successivement les postes de chef de service, de vice-doyen, de vice-présidente, de présidente de l'université. D'autre part, nous montrerons comment l'expérience acquise dans l'enseignement et la recherche nous a permis plus tard de mener à bien les missions qui nous ont été confiées en tant que ministre. À l'UFR d'odontostomatologie, nous avons créé le département d'odontostomatologie pédiatrique et contribué à la création du laboratoire de santé publique et plantes médicinales et cariologie avec feu le doyen Touré Seydou Ahmed. À l'université de Cocody, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny, en notre qualité de vice-présidente en charge de la recherche, de la coordination des enseignements, de la vie universitaire et de l'insertion professionnelle de 1996 à 2010, nous avons contribué donc à la réforme de l'enseignement supérieur de 1996 et à la mise en place des services de la dite vice-présidence. Nous avons par ailleurs élaboré des documents en vue de valoriser les activités de recherche de cette université, à savoir un annuaire de la recherche en 2000 et un livre portant sur les thèses soutenues de 1996 à 2003. En notre qualité de président de l'université, de 2012 à 2016, nous avons conduit la mise en œuvre de la réforme LMD et à cet effet, nous avons créé un centre de ressources numériques et pédagogiques. Cependant, notre plus grande satisfaction est d'avoir doté l'Université Félix Houphouët-Boigny d'un pôle scientifique et d'innovation qui a pour objectif de mettre en relation l'université avec le monde industriel. Ce pôle habite, entre autres, une unité de recherche et de production de biopesticides pour l'agriculture durable, une unité pilote de développement et de production de phytomédicaments et un centre régional d'innovation et d'incubation. Nous nous en voudrions de ne pas témoigner notre reconnaissance aux personnes qui ont cru en notre vision et nous ont accompagnés dans le développement du pôle scientifique et d'innovation. La mise en œuvre
de ce pôle n'a pas été un long fleuve tranquille, car émaillé de quelques difficultés qui, fort heureusement, n'ont point émoussé notre ardeur, notre persévérance. Nous voudrions donc saluer les chercheurs, avec à leur tête le professeur Koné Daouda, coordonnateur du programme Wascal. Son équipe de recherche a cru en nous et nous a permis de valoriser son brevet sur les biopesticides. Nos remerciements s'adressent également au professeur Ouattara Mahama, Kofi Armand, Siransou Kouakou Gisèle, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, et à Madame le professeur Koné Bamba Dieneba, doyen de la dite UFR, avec lesquels nous sommes en train de finaliser l'unité de production de phytomédicaments et de développer des phytomédicaments. Le centre d'incubation a pu voir le jour grâce à l'expertise de M. Bakayoko Malik et du professeur Kakou Alain, notre conseiller juridique, et à l'accompagnement de M. Doumbia Ibrahima, le directeur des finances et du patrimoine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est présent dans cette salle. Et ces trois personnes ont compris les enjeux d'un pôle scientifique dans le positionnement et la notoriété d'une université. C'est donc en reconnaissance que le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, le professeur Abou Karamoko et son conseil d'université ont baptisé de notre nom le pôle scientifique et d'innovation. Nous voudrons ici leur témoigner toute notre gratitude. Sous notre gouvernance, l'université Félix Houphouët-Boigny a élaboré son projet d'établissement pour la période 2014-2018. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en janvier 2016, grâce à l'expérience acquise à l'Agence universitaire de la francophonie, à la présidence de l'université, nous avons conduit un certain nombre de réformes, notamment l'élaboration du plan national de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2016-2025. Nous avons obtenu la création d'une direction générale de la qualité et des évaluations pour que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche soient compétitifs. Nous avons également pris les dispositions nécessaires pour le développement des cellules d'assurance qualité dans les universités et grandes écoles. Cette étape doit conduire, in fine, à la création d'une autorité nationale de l'assurance qualité pour accompagner donc l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés. En vue de s'inscrire dans la dynamique du numérique éducatif, nous avons procédé en 2016 à l'ouverture de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et cet établissement prépare au nouveau métier et a pour mission d'accompagner les universités et grandes écoles publiques. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dont le président est dans la salle, vient de mettre sur le marché du travail ses premiers diplômés. Dans le domaine de la recherche, nous avons mis en place un fonds d'appui à la recherche et à l'innovation pour permettre aux chercheurs de conduire des activités d'intérêt national ou des projets spécifiques aux entreprises. Cette expérience acquise dans l'enseignement et la recherche nous a permis également d'opérer des réformes nécessaires à l'atteinte des objectifs assignés au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à partir de juillet 2018. Nous avons ainsi obtenu la mise en place d'une direction de la qualité et d'une direction des systèmes d'information dans le dit ministère. Nous nous réjouissons d'avoir eu la chance de finaliser le projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues qui a été promulgué le 14 octobre 2019 par le président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, cette loi institue un quota de 30% de femmes candidates pour tous les scrutins des listes et constitue une avancée notable dans la promotion des droits politiques de la femme en Côte d'Ivoire. Nous avons également pu mettre en place le comité interministériel de protection de l'enfant, à l'effet de mieux adresser la question de la protection des enfants, qu'il s'agisse de la lutte contre les violences faites aux enfants, de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Il est important de souligner que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant constitue un véritable champ d'application des résultats de la recherche. Ainsi, à titre d'exemple,
les femmes agricultrices bénéficient de renforcement des capacités de la part des chercheurs des universités dans les domaines de l'agriculture durable, notamment dans la prévention des maladies des tubercules, dans l'identification des moments favorables aux différents types de cultures et dans l'utilisation des biopesticides. Monsieur le Président, pour conclure, permettez-nous d'exprimer notre infinie reconnaissance à la France qui, à travers ses instances académiques, a contribué à donner un sens à notre projet de vie. Après avoir été admise comme membre associé à l'Académie nationale de chirurgie dentaire de France et comme membre correspondant de l'Académie des sciences d'outre-mer, cette grande nation nous offre aujourd'hui, à travers l'Université de Franche-Comté, le titre honorifique de docteur honoris causa, la plus prestigieuse distinction décernée par les établissements français d'enseignement supérieur et de recherche. Quelle consécration! Merci à la Grande France, merci à l'Université de Franche-Comté. Je vous remercie. Pour clore cette cérémonie, nous accueillons l'intervention de M. Jean-François Chanet, recteur de l'Académie Bourgogne-Franche-Comté. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Présidents honoraires de l'Université de Franche-Comté, Mesdames et Messieurs les Présidents et Vice-présidents d'universités et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, Madame la déléguée régionale du CNRS, Madame la directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la consul honoraire, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Le 10 avril 2014, l'Université de Franche-Comté faisait docteur honoris causa le président Abdou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie. Le symbole était double, puisque se trouvait ainsi honoré l'ancien président de la République du Sénégal et le héros de la cause de la francophonie. Cette cause, cela a été rappelé, le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté la sert depuis plus de 60 ans avec une conviction et une expertise toute particulière, puisqu'il accueille des étudiants et stagiaires du monde entier, et notamment du continent africain. Ainsi, au cours de la présente année universitaire, il aura formé l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement primaire de la Tunisie. En la personne d'Abdou Diouf se trouvait honoré aussi le successeur et continuateur de Léopold Sédar Senghor, qui a déjà été cité tout à l'heure. Comment, en effet, ne pas penser ici et maintenant à celui qui plaçait au commencement de son recueil Hostie noire le poème Éthiopie, écrit à Tours en 1936. Éthiopie, ce titre faisait référence à l'étymologie grecque, Aethiopia, les figures brûlées. Mais ce que Senghor entendait avant tout exprimer, c'était sa solidarité avec un pays victime de l'agression mussolinienne dans l'indifférence générale. Un pays qui symbolisait pour lui tout à la fois l'Afrique des légendes ancestrales, l'Afrique de la diversité religieuse et l'Afrique de l'indépendance acquise au prix du sang. Et les mots du poète ont leur écho présent. Car nous sommes là, tous réunis, divers de teint. Il y en a qui sont couleur de café grillé, d'autres bananes d'or, et d'autres terres dérisières, divers de traits, de costumes, de coutumes, de langues, mais au fond des yeux la même mélopée de souffrance à l'ombre des cils fiévreux. Le Kafre, le Kabyle, le Somali, le Maure, le Fan, le Faune, le Bambara, le Bobo, le Mandiago, le nomade, le mineur, le prestataire, le paysan et l'artisan, le boursier et le tirailleur, et tous les travailleurs blancs dans la lutte fraternelle. Voici le mineur des Asturies, le docker de Liverpool, le juif chassé d'Allemagne, et Dupont et Dupuis et tous les gars de Saint-Denis. Le poète n'imaginait sans doute pas alors l'homme d'État qu'il allait devenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il répondait avec 60 années d'avance à l'affirmation d'un président de la République française pas encore né, affirmation lancée à Dakar en 2007 et selon laquelle l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dans sa récente leçon inaugurale au Collège de France, notre collègue François-Xavier Fauvel a fait justice de cette affirmation. Aux raisons qu'il donne de considérer les expériences post-coloniales africaines comme le grand sujet d'observation de notre temps, ajoutons-en une que vous incarnez devant nous, Madame la Ministre, la place de la femme au centre de ce laboratoire de notre avenir humain. Car ce qui situe peut-être le plus sûrement dans son temps, qui n'est pas le nôtre, l'éloquente énumération de Senghor que je viens de citer, c'est l'absence paradoxale du féminin. Dans un poème pourtant dicté par le désir de célébrer les vertus d'une Afrique érigée au rang de mère universelle. Le doctorat honoris causa qui vient de vous être remis distingue votre personne et votre parcours dans son entier. La professeure, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la ministre actuelle de la femme, de la famille et de l'enfant de la Côte d'Ivoire. Sans oublier l'ancienne présidente de la commission régionale d'experts du Bureau d'Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie. Ce choix de vous distinguer se révèle particulièrement heureux quelques mois après la nomination à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie de Madame Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il y a quelques semaines, le festival Lumière d'Afrique, qui depuis bientôt 20 ans fait connaître, bien au-delà de la seule ville de Besançon, les cultures et les cinémas de votre continent, a distingué plusieurs réalisatrices venues du Maroc et du Burkina Faso.
Cette volonté de promouvoir la place des femmes sera bien présente aussi dans la proposition que l'Académie que j'ai l'honneur de diriger s'apprête à porter en réponse à l'appel à projets lancé dans le cadre de la saison Africa 2020, initiée par notre président de la République. Car à mesure que nous avançons dans notre siècle, le XXIe siècle, il apparaît plus clairement que le besoin d'une histoire globale est celui d'une maison commune où les femmes, et particulièrement les femmes africaines, doivent entrer par la grande porte. Votre compatriote, Tanela Boni, soulignait encore en 2008 que même dans un monde qui est censé être le leur, les femmes d'Afrique vivent de passage, comme des étrangères. Vous êtes, Madame la Ministre, de celles qui leur ont donné et leur donnent des raisons nouvelles et fortes de s'y sentir chez elles, à leur place. Vous l'êtes parce que, comme Tanela Boni, vous êtes une femme d'Afrique assumant ses lieux singuliers sur des territoires appartenant à toutes les femmes du monde. On peut en distinguer au moins 3 qui résument à eux seuls les principales questions auxquelles nos sociétés, la nôtre comme la vôtre, ont à apporter des réponses présentes et urgentes, les principaux défis qu'elles ont à relever. En premier lieu, votre parcours démontre que l'égalité entre les hommes et les femmes commence par l'égalité d'accès aux études, à toutes les études. Donc, pour les jeunes filles, à celles des filières qui, par tradition, ont promu des hommes. La réalisation de la pleine égalité suppose de pouvoir, depuis l'école la plus modeste ou la plus fragile, école de village ou école de quartier défavorisé d'une grande ville, accéder, par l'excellence démontrée, aux plus hautes fonctions dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes un exemple, non pas seulement pour les jeunes ivoiriennes, mais pour toutes les jeunes filles de notre monde global, parce que vous avez été la première femme de votre pays à diriger des recherches sur les pathologies bucco-dentaires, la première présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, la principale université de votre pays, puis de 2016 à 2018, la première femme nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Votre exemplarité tient aussi à votre domaine de compétences scientifiques, la santé. Sur votre continent comme sur le nôtre, cette cause mobilise à des degrés divers tous les États. Elle était à l'agenda du 12e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu en juillet dernier à Niamey. Si les systèmes de santé restent dans l'ensemble sous-dimensionnés dans des pays qui, à la différence du nôtre, continuent de connaître une croissance démographique rapide, il est aujourd'hui permis d'imaginer une Afrique qui disposerait d'une couverture santé universelle. Personne n'a contribué plus que vous à illustrer dans ce domaine la justesse de la définition que donnait un amoureux passionné de l'Afrique, Théodore Monod. Une utopie est un projet réalisable qui n'a pas encore été réalisé. Il est donc juste que ce soit l'Université de Franche-Comté qui l'atteste aujourd'hui, par un doctorat honoris causa, sur cette terre où l'utopie initiale de la coopération, de l'économie sociale et solidaire est devenue une réalité vivante et féconde. C'est en effet grâce à votre action qu'a été installé au sein du pôle scientifique et d'innovation que vous avez créé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, le programme West African Virus Epidemiology, qui s'attache à renforcer la sécurité alimentaire. Ce programme, mis en place dans 7 pays, le vôtre, la Côte d'Ivoire, et aussi le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, permet de combattre la maladie du manioc. Une unité de production de biopesticides, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, y est développée afin d'aider aux cultures vivrières. Et par là, nous touchons au 3e enjeu primordial de notre temps, sur lequel vous avez fait preuve d'une clairvoyance et d'un engagement pionnier. Je veux bien sûr parler du développement durable et de tout ce que recouvre ce terme, tel que l'a défini la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies. Médecin par vocation, vous avez pleinement compris, par intuition, raison et expérience, que les questions de santé publique ne peuvent plus, en notre XXIe siècle, être traitées sans agir en même temps sur les conditions de la production, l'organisation de l'habitat et la protection de l'environnement. Le doctorat honoris causa qui vient de vous être remis distingue donc aussi votre volonté persévérante de mettre la recherche au service de la population, et tout spécialement des femmes dont le travail assure dans votre pays au moins les 2/3 de la production alimentaire. Sans doute avez-vous été poussé à l'action par la même question lancinante
que posait il y a 35 ans, dès son premier recueil, Latérite, une autre de vos compatriotes, Véronique Tadjo. Vous, les mangeurs de restes, les sans-logis, les sans-abri, quel regard portez-vous sur l'horizon en feu? En vérité, vous nous tendez un miroir où nous reconnaissons et notre passé et notre avenir commun. C'est ce qui justifie de conclure que la distinction d'aujourd'hui n'est pas seulement un hommage dû à l'importance des progrès que votre pays vous doit, mais un appel à amplifier les moyens de la solidarité internationale que ces progrès même réclament et justifient. Comme le soulignait au début de la décennie une autre femme, Margaret Chan, alors directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, nous ne pouvons espérer que la mondialisation se régule d'elle-même automatiquement pour assurer une juste répartition de ses bienfaits. Et il ne faut pas compter, avertissait-elle, sur les accords commerciaux internationaux pour garantir la sécurité alimentaire, la sécurité de l'emploi, la sécurité sanitaire ou l'accès à des médicaments bon marché. Or, c'est à l'aune de ces résultats sanitaires que nos progrès, en tant que société civilisée, globale, doivent être mesurés. Si nous partageons cette conviction, notre premier devoir est de travailler sans relâche à ce que nos concitoyens comprennent que l'accentuation des égoïsmes nationaux, des replis et des exclusions, loin de renforcer des protections illusoires, ajoute au contraire au risque d'instabilité, de conflit et de dégradation des conditions de vie du plus grand nombre. Nous ne devons donc pas seulement honorer en vous l'universitaire qui a su obtenir pour son pays des moyens efficaces de changer la vie. Nous devons retenir les leçons de la ministre, dont l'action nous rappelle qu'un monde où chaque année les frais de santé font basculer 100 millions de personnes dans la pauvreté, où les professionnels de santé quittent les pays dans lesquels ils ont été formés pour s'installer ailleurs. Ce monde-là ne peut être qu'un monde où l'insécurité s'accroît pour tous. Soyez remerciée, Madame la Ministre, de nous rappeler que la science doit être soutenue parce qu'elle est source de progrès vérifiables et mesurables, mais aussi que les responsabilités scientifiques, tout particulièrement dans le domaine de la santé, doivent influer plus globalement sur la décision politique s'ils veulent obtenir les progrès indispensables. Partageons maintenant un instant d'échange de présence et d'attention.
la ministre à la maison. Et puis moi, non, c'est Madame la ministre, pas toi. Oui. Nous terminons ce moment de haute distinction par la séquence de photos officielles en musique avec l'orchestre universitaire de l'Université de Franche-Comté qui nous a interprété les parenthèses musicales de cet après-midi. Merci.
Monsieur le Président vous remercie de votre présence à cette cérémonie et vous invite à vous retrouver dans le hall du FRAC pour un moment de partage et de convivialité.